Pour commencer, quelques petites questions. L'enseignement direct appartient au passé. Non, non, certainement pas. On aura l'occasion d'en rediscuter, et de préciser les choses, mais aussi de préciser de quel enseignement direct on parle. Le constructivisme a mauvaise presse. Dans certains milieux, oui, mais ça n'est pas une raison pour le condamner sans autre forme de procès. Entre le constructivisme et l'enseignement direct s'est déclarée une guerre des tranchées. Il y a eu indiscutablement une guerre entre les deux approches. Il y a des articles qui le montrent, qui en sont des témoignages ou des preuves indubitables. Constructivisme et enseignement direct peuvent cohabiter dans une même classe. Oui, très certainement. C'est ce que on a essayé de montrer dans un chapitre récent d'enseigner, ça s'apprend. Mais encore une fois, là, il faut bien se mettre d'accord sur quel constructivisme et quel enseignement direct. On peut apprendre à faire cohabiter les deux approches. Oui, absolument. Peut-être même, peut-on dire, on doit apprendre à faire cohabiter d'une certaine manière les deux approches. La recherche en éducation peut permettre de sortir de ce clivage. Oui, certainement. Pas toute la recherche, mais une certaine forme de recherche orientée de manière spécifique. Ça me semble être tout à fait le cas, oui. Et pour faire votre connaissance, vous êtes chercheur. Je suis chercheur, mais j'ai été longtemps instituteur. Donc j'ai passé à peu près les 20 premières années de ma vie professionnelle à être instituteur dans le premier degré, donc, et puis les 20 suivantes à être chercheur en éducation. Votre thème de prédilection est la didactique. Oui, absolument. Didactique vue comme l'étude des savoirs et des domaines de savoir. L'enseignement est un choix venu très tôt dans votre Ouais. parcours. Comme je viens de le dire, j'ai été instituteur tout jeune, donc oui, l'enseignement est venu, la recherche sur l'enseignement a été presque consubstantielle avec le métier d'instituteur que j'exerçais. Bienvenue à vous, Gérard Sanséville. Merci beaucoup. Merci Nathalie. Alors, dans les médias, dans les salles de profs, c'est un débat qui s'échauffe bien souvent, hein. D'un côté, des fervents défenseurs d'un type d'enseignement caricaturé parfois de pédagogistes, et de l'autre, des non moins fervents défenseurs d'une autre manière de faire, souvent taxés de conservateurs. Et si on sortait de ce clivage réducteur? Et si on essayait de comprendre ce débat à l'aune de la réussite de nos élèves, en passant immanquablement par la question de la forme scolaire? C'est ce qu'on va tenter de faire avec mon invité, professeur des universités émérites à l'INSPE de Bretagne. C'est parti? C'est parti. Et pour commencer, si on pouvait se redire de quoi on parle quand on parle d'enseignement direct et de constructivisme, on essaiera d'incarner ça dans des exemples de classe. Oui, c'est une bonne idée d'essayer de caractériser un peu les choses. Alors, nous avons écrit un chapitre dans le livre Enseigner, ça s'apprend, qui était au sein d'une collection dirigée par André Tricot, qui a pour but, ou pour ambition de se dégager des mythes, entre guillemets, de l'éducation. Et un mythe, c'était pour nous, il faut forcément choisir entre les deux. Alors, mais effectivement, il faut décrire ce que ça signifie. Alors, on pourrait dire que l'enseignement direct, tel que nous le voyons, je dis nous parce que je travaille dans un collectif qui s'appelle le collectif didactique pour enseigner, qui vient de publier un livre, qui en a publié plusieurs, le dernier qui s'appelle Un art de faire ensemble les ingénieries coopératives, et nous en reparlerons très certainement. Donc, dans ce nous-là, ce nous, c'est le nous de ce travail collectif. Alors l'enseignement direct, ça serait probablement, on pourrait dire, un travail centré sur la communication directe aux élèves
des éléments de savoir déterminants pour la résolution d'un problème. Des éléments de savoir déterminants, je les transmets directement. L'enseignement constructiviste, ça serait lancer les élèves dans l'enquête pour la résolution d'un problème, peut-être le même problème. Alors vous voyez, l'idée c'est bien qu'il n'y a pas d'un côté Luke Skywalker et de l'autre côté Darth Vader, quel que soit Luke et quel que soit Darth, c'est vraiment l'idée que voilà, on définit des manières de faire qui sont réelles, sans doute dans l'ensemble du monde social. Alors, dans cette perspective-là, prenons un petit exemple. Alors, il n'est pas dans le chapitre dont j'ai parlé, mais bon, il est assez intéressant, il a été publié. On est dans une leçon de lecture au cours préparatoire, et puis il y a une phrase qui est la suivante: le Père Noël va dans toutes les villes et villages. Et puis, la professeure dit aux élèves: alors, est-ce qu'on connaît des petits mots dans cette phrase? Est-ce qu'on en connaît encore? Parce qu'elle a déjà dit la chose. Et puis un élève dit, alors ça se passe au CP, cours préparatoire, au moment de Noël. Et puis un élève, mystérieusement, dit à la place de ville, cadeau. Il a reconnu cadeau à la place de ville. Voilà, donc une bifurcation pour le travail professoral. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On a plusieurs solutions. On peut reprendre l'élève et donner directement la solution. Non, ce n'est pas cadeau, c'est ville. On peut demander aux élèves, par exemple, de se centrer sur la première lettre du mot. Ah, est-ce qu'il a raison dans ce qu'il vient de dire? Regardons la première lettre de ce mot. Alors, la première lettre du mot ville. On pourrait imaginer, c'est d'ailleurs ce qui se passe dans le travail qu'on a analysé de près, qui s'est passé réellement dans une classe de CP, on pourrait imaginer de dire, faire en sorte d'écrire le mot vélo à côté du mot cadeau, et de dire, alors, est-ce que c'est la même chose, etc. On pourrait aussi, vous voyez, là, on s'éloigne petit à petit d'un enseignement plus direct vers un enseignement plus ouvert. On pourrait aussi dire aux élèves, ah, tenez, regardez, j'écris le mot cadeau, et réfléchissez, est-ce que c'est le bon mot? Et puis on pourrait demander aux élèves aussi, dans une position tout à fait ouverte, entre guillemets constructiviste, on pourrait leur dire, alors, vous avez entendu votre camarade, il a dit cadeau, qu'est-ce que vous en pensez? Donc vous voyez, sur ce petit exemple-là, mais qui peut se reproduire 1000 fois dans une classe, dans toutes les disciplines et à tous les niveaux, le professeur a le choix entre une série de stratégies, certaines qui sont très, on va dire, centrées sur le dire ou le montrer, et d'autres centrées sur le taire ou le cacher. Et ça, dans notre travail en didactique, théorie de l'action conjointe en didactique, puisque c'est le nom de la théorie dans laquelle on s'inscrit, on a désigné ceci comme l'idée d'une dialectique entre réticence et expression. Réticence, c'est quand on cache une partie des choses qu'on sait, hein, c'est un sens vieilli du mot réticence, mais toujours vivant. En anglais, c'est toujours ce sens-là, d'ailleurs. Et puis, l'expression, c'est exprimé. Alors, dans le chapitre dont je parlais, là, sur enseigner, ça s'apprend, il y a un très bon exemple d'un chorégraphe qui travaille avec des élèves et qui, à un certain moment, leur fait faire un certain geste. C'est un geste d'aller chercher quelque chose loin devant. Il ne définit pas comme ça au départ. Alors, il montre le geste, donc il montre, là. Hein. Il est vraiment dans la monstration, dans l'enseignement direct, entre guillemets, si on veut. Et les élèves n'arrivent à rien, de son point de vue à lui de chorégraphe. Ils sont très éloignés du geste. Et étant très éloignés du geste, il leur dit, en faisant ce constat, le chorégraphe, donc professionnel, qui vient travailler dans une école, leur dit, regardez, c'est comme si vous cherchiez à atteindre quelque chose qui est très loin et qui échappe à votre main. Et là, les élèves, finalement, ils ont, grâce au langage, une certaine compréhension du geste, et le geste devient, comment dire, au sens même que lui donne le chorégraphe, devient correct. Alors, avec ces deux exemples-là,
on a cette idée que finalement enseigner, c'est toujours s'inscrire dans une dialectique entre taire, heu, cacher ou dire, montrer. Et que finalement c'est euh, voyager sur ce gradient, avec certains moments où on montre davantage, d'autres moments où on, où on cache davantage, des moments d'inconformité, où on dit évidemment les deux aspects, montrer, cacher, dire, taire, c'est-à-dire pour aller vite, le verbal et le non-verbal sont liés de manière très, très complexe. Et oui, Du coup, une démonstration, finalement, qui nous fait dire d'emblée que, c'est un continuum, et sur lequel on va se balader en tant qu'enseignant, en tant que pédagogue, en faisant des choix. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est finalement comment on est conscient qu'il faut se balader sur ce continuum et comment on fait des choix en tant qu'enseignant pour, ne pas avoir à, je dirais, à cliver les choses et à avoir 2 enseignements qui seraient séparés. absolument. Oui, je pense que votre description est, de mon point de vue, tout à fait pertinente et satisfaisante. Ce qui veut dire que finalement, si on faisait un travail de, oui, de vocabulaire en quelque sorte, un travail de jargon, comme on dit dans notre théorie, c'est-à-dire jargon au sens positif du terme, un travail de langage professionnel, le jargon du menuisier, le jargon du médecin, le jargon du jardinier, etc. Euh, on dirait que finalement, d'une certaine manière, plutôt que de parler d'enseignement direct, enseignement constructiviste, dont on peut parler évidemment, on pourrait parler d'une sorte de dialectique entre imitation et enquête. Et cette dialectique entre imitation et enquête nous semble très très importante et bien au-delà de l'école. C'est-à-dire qu'en gros, nous pensons que rien de, comme dit l'autre, rien de ce qui est humain n'échappe, rien de ce qui est profondément humain n'échappe à une forme de dialectique et, entre imitation et enquête. Là, par exemple, dans les deux exemples, de la lecture comme de la chorégraphie, si on se centre sur l'exemple de la chorégraphie pour l'instant, on voit bien que les élèves doivent imiter, mais au départ aussi, ils imitent quand ils font un geste qui ne convainc pas le chorégraphe. Et grâce à un travail linguistique, à un travail métaphorique en fait, le chorégraphe parvient à faire en sorte que les élèves imitent, mais cette fois de façon créative. C'est-à-dire ils imitent en ayant compris les principes fondamentaux, les principes d'engendrement finalement, Mmh. de ce qu'ils Oui, font. c'est ce qui sous-tend ce geste. Tout à Pourquoi on fait, fait ce geste et au service de quoi? tout à fait. Mais c'est là où je trouve que la complexité, peut naître. C'est que si on se place en tant que pédagogue au service des apprentissages de nos élèves, si on imagine qu'en tant qu'enseignant, on a envie que ces apprentissages soient efficients, durables, autonomes, qu'ils aient du sens, on va se balader sur ce continuum, mais comment, nous, en tant qu'enseignants, quelles questions on se pose pour se dire: «OK, à ce moment-là, il est intéressant que je démontre très clairement, avec le vocabulaire, avec la précision qui est celle d'un théorème, par exemple. Et là, c'est intéressant que je les mette en situation, que je leur permette de mettre du sens, de raccrocher à leur vécu. Et c'est toute la question finalement, elle est là. Oui, 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 absolument, absolument. C'est-à-dire que il y a sans arrêt une oscillation qui peut être des fois extrêmement importante autour de certaines positions. J'entends de certaines manières de dire, de parler, de montrer, etc., ou de cacher et de se taire. Et ça, c'est effectivement crucial. Peut-être y reviendra-t-on sans doute, et même va-t-on y revenir, mais d'une certaine manière, pour nous, dans, ce, dans, cette, dans ces choix que fait l'enseignant, qui sont rarement des choix conscients, enfin, ce sont des choix conscients, mais après, dans le feu de l'action, évidemment,
Oui. C'est la fameuse histoire du mille pattes qui, lorsqu'il avait essayé de découvrir dans quel sens il mouvait ses pattes, C'est il est tombé par terre. Donc, ça, c'est toute l'action humaine. Mais donc, ce qui peut servir de boussole à cette action, c'est très probablement le savoir lui-même. C'est-à-dire, qu'est-ce que je suis censé enseigner, qu'est-ce que je dois faire saisir à- aux élèves, qu'est-ce qui est crucial que les élèves saisissent dans cette forme d'enseignement. Donc, c'est le savoir, c'est le savoir, et c'est le savoir non pas sous une forme simplement, comment dire, abstraite, voire scolastique, mais le savoir sous une forme mmh. concrète. Est-ce que ça vous semblerait possible qu'on trouve, un exemple qui illustre finalement, un choix, plutôt direct et un choix, plutôt constructiviste? C'est-à-dire c'est, enquête et direct. Est-ce que est-ce qu'on pourrait trouver 2 exemples qui illustrent le choix pédagogique que l'on fait? Ouais, trouver des exemples de la sorte, ça suppose enfin, pour moi, des exemples de ce type, ce sont toujours des exemples qu'on pourrait dire en, en philosophie, en didactique. Il existe un mot qui explique ça, qui exprime ça, c'est le mot de contrefactuel. C'est-à-dire que dans une action donnée, on peut toujours trouver d'autres manières de faire cette action. Dans l'exemple, dans l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure du, du- de- du cadeau, là, de l'élève qui fait le cadeau, on peut prendre cet exemple-là et trouver deux stratégies radicalement différentes. Vous voyez, vous êtes professeur de CP, un élève vous dit, euh, à, il lit, vous dites aux élèves, alors, est-ce que quelqu'un connaît encore des petits mots? Le Père Noël va dans toutes les villes et villages. Un élève vous dit cadeau. Donc, c'est là que vous avez une bifurcation. Et vous pouvez très bien dire à l'élève, écoute, tu vois bien, ça n'est pas cadeau, puisque si c'était cadeau, il y aurait la lettre C devant, mettons qu'ils connaissent la lettre C, et donc c'est ville. Allez, on continue, on passe à autre chose. Et à l'extrême, vous pourriez dire aux élèves, le même professeur dans la même classe peut dire, ah, vous avez entendu ce qu'a dit cet élève, votre camarade? Alors, écoutez, vous allez prendre 5 minutes et vous allez réfléchir. Vous avez le droit d'écrire, vous avez le droit de discuter entre vous, admettons, et puis vous pouvez, euh, dans 5 minutes, je reviens, et puis on discute. Vous voyez, donc dans la même pratique, il y a une différence absolument cruciale, et si vous... Mais c'est ça que j'aimerais mettre en mots. L'objectif poursuivi dans chacune de ces actions. Alors, C'est si oui, parce que je reviens sur ce que vous disiez. Vous disiez finalement, on poursuit des objectifs différents. Il faut savoir le savoir. Il faut identifier le savoir en oui, jeu, l'objectif qu'on se donne. Du coup, dans ces deux situations qui partent effectivement ces deux actions qui partent de la même situation, est-ce qu'on peut mettre un focus sur l'objectif et le savoir en jeu pour illustrer finalement le choix qui peut se faire et la réflexion qu'on peut avoir en tant qu'enseignant? Peut-être a posteriori, mais en tout tout à cas fait. qu'on peut avoir. Mais on pourrait avoir, par exemple, la même conception générale dans les deux cas de ce qu'est la lecture, c'est-à-dire que la lecture d'un texte, on peut la comparer finalement, même au CP, même au CE1, on a d'autres exemples de ça dans nos recherches, on peut la comparer à à la lecture lettrée, entre guillemets. C'est quoi la lecture lettrée? C'est une lecture dans laquelle on cherche à comprendre, au fond, ce que dit un texte, à en fournir une interprétation, d'abord à en comprendre les significations noyaux, puis à en fournir une interprétation, etc., etc. Bon, on peut avoir la même conception, mais dans le premier cas, l'objectif, ça pourrait consister, enfin, la prise de conscience. Dans le premier cas, donc, on dit à l'élève, cadeau,
euh, ça s'écrit avec un C. Là, la première lettre, c'est un B, donc c'est forcément pas cadeau. Circuler, il n'y a rien à voir. Enfin, vous avez vu. L'idée, ça serait que je suis professeur dans telle classe, et je sais très bien que, vu l'état épistémique, intellectuel de l'ensemble de la classe, quand je vais dire ça, ça va être appréhendé par tout le monde, et il n'y a aucun besoin de m'apesantir sur cette erreur entre guillemets. Dans un autre cas, par exemple, étant dans la même classe, dans une autre classe, je sais très bien que si je passe par cet acte-là, un nombre d'élèves non négligeable va recevoir ceci comme une sorte de parole d'évangile, mais sans être capable de comprendre ce qu'il en est. Donc, je vais prendre du temps pour travailler, pour enquêter. Parce que là, l'enquête est nécessaire et surtout, l'appropriation de chacune et de chacun de ce qui est en jeu est nécessaire. Donc, finalement, un des éléments cruciaux, c'est euh, l'évaluation, pas au sens de l'évaluation mesurée, etc., mais la, la compréhension qu'a le professeur de l'ensemble de l'état épistémique, on pourrait dire. Et quand je dis épistémique, ça veut dire relatif au savoir en jeu. Hein, c'est aussi simple que ça. On pourrait dire cognitif, mais je préfère dire épistémique. La compréhension de l'état épistémique de ces élèves. Et sans arrêt, quand vous regardez n'importe quel type d'enseignement, vous regardez par exemple un menuisier qui travaille avec son apprenti menuisier. Eh bien, vous voyez qu'à certains moments, le menuisier va taper sur les doigts et va lui dire c'est pas comme ça qu'on fait, regarde. Et à d'autres moments, il va le laisser faire parce que le maître menuisier voit bien que son apprenti est soit à un niveau très proche de ce qu'il lui demande, soit à un niveau très éloigné. Alors ça, c'est avec une personne, mais quand on a comme un professeur 20, 25, 30 élèves devant soi, c'est cet état moyen dont il faut pouvoir évaluer la distance à ce qui est demandé, ce qui est toujours très, très complexe. Très, très clair. Franchement, merci beaucoup pour la précision parce que je trouve que ça nourrit vraiment le propos de cette. Il n'y a pas une recette miracle pour dire tel type de savoir, c'est avec tel type d'enseignement et tel type de savoir, ça serait avec un autre. Il y a vraiment une. On va reprendre cette idée du continuum et sur le même savoir, on peut se balader comme ça de séance en séance selon l'élève à qui on s'adresse, selon le groupe à qui on s'adresse. Mais je reviens à cette question, finalement, liée à nous en tant qu'enseignants. Comment on se forme? Comment on forme notre esprit à cette agilité pour se balader sur ce continuum? Parce que je trouve que c'est un vrai défi. Oui, c'est un vrai défi. Alors là, vous posez directement la question comment est-ce qu'on se forme? C'est-à-dire, vous posez la Oui, question de tout la à fait, formation. Alors, tout à fait. c'est un sujet évidemment extrêmement vaste, extrêmement dense. D'abord, peut-être, comment est-ce que on ne se forme pas? Qu'est-ce qui nous empêche, en fait, d'agir correctement? Je crois que ce qui nous empêche d'agir correctement, vous avez parlé dans votre introduction de forme scolaire, c'est ce qu'on pourrait appeler la forme scolaire classique. Hein. Alors, dans notre travail, on a coutume de décrire cette forme scolaire classique comme une forme scolaire qui est inféodée au temps, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on fait le A, demain on fait le B, après-demain on fait le C, de façon métaphorique évidemment, et ça empêche de garder du temps pour l'étude, de garder du temps pour l'enquête, d'ailleurs de garder du temps pour la monstration aussi, pour le travail d'imitation. Ça, c'est un premier point. Une des grandes caractéristiques de cette forme scolaire classique, c'est ce qu'on a appelé le format question-réponse-tâche. Hein. Guy Brousseau, récemment décédé, qui est un Galilée de l'éducation, nous avait dit, en fait, en classe, l'élève répond essentiellement à des questions qu'il ne s'est pas posées.
Et donc, il est dans une sorte de quiz, hein. Donc, en matière de plaisanterie, mais c'est une plaisanterie très sérieuse, on renvoie souvent au sketch des inconnus. Vous savez, Stéphanie de Monaco. Et on appuie sur le buzz. Et cet exemple, pour nous, est emblématique parce que finalement, il montre ce qu'est, dans certains de ses aspects, la forme scolaire classique. Et donc, déjà, une première chose dont il faut se Se déprendre, départir, ouais. c'est d'être dans une forme scolaire qui est autre chose que ce format question, réponse, tâche, et qui donne place, d'une part, à l'imitation, parce que on peut être quelque part à l'origine du fait de la centration sur la question-réponse-tâche, il y a bien une certaine défiance dans l'imitation. L'imitation, justement, a souvent mauvaise presse, alors qu'on ne voit pas que dans 99% de nos activités humaines, on apprend avec On commence l'imitation. par imiter, ouais, tout à fait. On commence par imiter et on continue souvent très loin. Vous regardez un pianiste professionnel qui va prendre une masterclass chez un grand virtuose, vous allez voir qu'il va Tout à regarder de fait. très près la position C'est des doigts et tout qu'il à va fait. continuer à imiter alors même qu'il est un excellent, Complètement. un excellent Ouais, ouais, tout praticien. à fait. Mmh. Donc, Et je veux bien oui, vous arrêter, je vous en Gérard. prie. Est-ce qu'on peut essayer d'illustrer ce question-réponse-tâche? Parce que je trouve que c'est assez central et de le mettre en situation, permettrait, aux collègues de se dire: «Ah ouais, OK, quand je fais ça, c'est ça qui est illustré». Ben, vous savez, c'est tellement partout dans l'enseignement que vous écrivez une phrase au tableau. Et puis, alors vous écrivez par exemple un énoncé de problème au tableau, en mathématiques. Et puis, Paul a 7 billes, Louis en a 4 de plus que Paul, combien Louis a-t-il de billes? Et soit vous pouvez donner des outils, des représentations en particulier, pour des instruments, pour réfléchir, soit vous pouvez interroger les élèves, et qui a une idée, et alors laisser répondre les élèves, ça peut prendre beaucoup de temps, et puis alors très vite, très souvent, évidemment, les élèves répondent entre guillemets de travers, parce qu'ils n'ont pas compris la question que vous allez leur poser, mais ça, c'est pas spécifique aux élèves, c'est vrai partout, hein. Et comme disait Pierre Bourdieu, la compréhension est un cas particulier du malentendu, hein. C'est-à-dire qu'en général, C'est vrai. dans l'humanité, on ne se comprend pas. Puis de temps en temps, miracle, on se comprend. On arrive à converger, On ouais, tout arrive à à fait. converger, exactement. Mais Mmh. l'école, c'est ça. Enfin, c'est le lieu, le théâtre de ça. Donc, ouais, vous savez, on voit ça souvent enfin, on voit ça partout, mais en grammaire, par exemple, le professeur vous donne une phrase et vous dit, alors faites l'analyse de cette phrase. Euh, quel est le, euh, quel est le complément de tel verbe? Et puis, bon, ben, l'élève qui a pas une idée très claire de ce que c'est que le verbe, une idée encore moins claire de ce que c'est qu'un complément, il va dire des choses, mais Il peut tomber dessus. il peut Il peut tomber tomber dessus, dessus par ou hasard. il peut ne pas tomber. Et surtout, chose qu'avait dite Brousseau aussi, dans ce type de fonctionnement, en gros, vous avez 60% d'une classe qui ne sait pas trop, 10% d'une classe qui ne sait pas du tout, et puis le reste, il faut faire attention de ne pas faire comme les tiers de Pagnol, et le reste, ce sont des élèves qui, eux, peuvent savoir et savoir très rapidement. Stéphanie de Monaco. Donc, ce qui se passe dans le plus clair du temps, c'est que les élèves très avancés répondent très bien, et ceux qui sont moins avancés, ce qui ne veut pas dire moins intelligents, bien entendu, ceux qui sont moins avancés, ben, ne répondent pas. Alors, quand vous supportez ça une année, 2 années, 3 années, 5 années, 10 années, au bout du compte, ben, finalement, vous avez été dans des systèmes d'interaction au sein desquels vous avez pris très peu de place. Ouais, Donc vous tout à avez fait. peu appris. Oui, oui. Je vais tenter, enfin pas une illustration, mais en tout cas une reformulation, de ce que je comprends, de votre propos.
je me rends compte que finalement, cette question-réponse tâche, elle, en tant qu'enseignant, on évalue la pertinence de ça à l'aune des réponses justes qu'on obtiendrait. Et on se dit: «Bah, voilà, j'ai dit Stéphanie de Monaco, ça marche, mes élèves ont compris». De l'autre, sur le continuum, je vais par contre essayer de m'assurer du chemin qui a été parcouru, de quels outils ont été utilisés pour obtenir ce résultat et m'apercevoir que certains ont le bon chemin, mais pas la bonne réponse. Certains ont la bonne réponse finale et donc j'ai cru qu'ils avaient compris, mais en fait, ils ont rien compris. Et est-ce que ça marche ma représentation? Ben, ça marche puisque vous l'avez utilisé, mais je veux dire, bien sûr, bien sûr. Oui, oui, je pense que vous décrivez très bien des phénomènes fondamentaux dans les classes. Vous savez, c'était bien avant la vague des compétences au sens actuel du terme, mais c'était Chomsky, le linguiste, qui avait dit il faut surtout pas confondre. Alors lui, c'était un étudiant la langue, hein, il faut surtout pas confondre, avait-il dit, la compétence et la performance. C'est-à-dire que on peut performe en anglais, hein, c'est-à-dire produire quelque chose, voilà. Mais la compétence, c'est-à-dire le système de raisonnement, de compréhension du monde en fait, hein, que le monde soit petit ou qu'il soit grand, peu importe, qui est à l'origine de cette performance, elle peut être très différente. Donc c'est exactement ce que vous avez dit. Vous pouvez avoir un élève qui a répondu très vite, mais qui n'a pas perçu des éléments cruciaux du savoir sur lequel il est interrogé, et puis une élève qui n'a pas répondu très vite, mais qui a commencé un cheminement extrêmement puissant, intéressant. Vous savez, dans notre exemple emblématique de ville et de cadeau, l'élève qui ne peut pas répondre très vite, mais qui se dit, ah oui, cadeau, à la fin, il y a ce drôle de mot, là, ce drôle de son qu'on n'a pas encore étudié, ce drôle, il dit pas graphème, mais il pense graphème, E-A-U, et ça peut pas être dans ville. Alors, il est en train de faire ce raisonnement. Bon, il est en plein dans la lecture, dans le déchiffrage. Là, on n'est pas encore dans la compréhension littéraire, mais il est en plein dans le déchiffrage. Et peut-être ne l'a-t-il pas dit, très vraisemblablement ne l'a-t-il pas dit, si on laisse le Stéphanie de Monaco jouer son rôle. Donc mais ça, c'est le temps didactique aussi, hein. C'est parce qu'il y a un temps didactique stressant et comment dire, séquencé, scandé, qui fait que le professeur n'a pas le temps. Parce que si vous dites ça à un professeur, beaucoup de professeurs diront, mais en fait, dans nos classes, nous n'avons pas le temps de prendre le soin de ce que de chacun des élèves. Et l'idée n'est pas évidemment de diversifier, de mettre autant de professeurs que d'élèves, mais d'arriver à faire vivre des dispositifs, on en parlera peut-être tout à l'heure, à faire vivre des dispositifs au sein desquels les élèves utilisent par exemple des systèmes de représentation qui sont communs à tous et sur lesquels ils peuvent s'appuyer pour comprendre. Mmh. Très bien, ça vous glissez tout doucement sur cette question de la forme scolaire qu'on a effleurée. Si on reprend notre propos et la question qui était la nôtre au départ, est-ce qu'on peut faire cohabiter ces 2 manières de faire? On s'est dit que finalement, il y avait un continuum sur lequel il fallait apprendre à se balader et à mobiliser selon le groupe classe qui est en face de nous, selon l'élève qui est en face de nous. Du coup, est-ce qu'il y a une forme scolaire qui correspondrait à cette possibilité, à cette fluidité, dans l'enseignement? Alors, la réponse, elle est, de mon point de vue, en plusieurs moments. Euh, Il y a la forme scolaire, en fait, est à reconstruire. Elle est à reconstruire, je ne dis pas à construire, parce qu'il y a plein de choses positives dans la forme scolaire classique, mais elle est à reconstruire. Et elle est à reconstruire dans ce sens d'une dialectique, d'un continuum, si vous prenez une autre expression qui est la vôtre, entre ce qu'on pourrait appeler donc imitation et enquête. Voilà. Il faut que les élèves soient en position d'imiter, bien plus qu'ils ne le sont dans l'école classique. Il faut qu'ils soient en position d'enquêter, bien plus qu'ils ne le sont dans l'école classique. Alors, ça,
ça suppose aussi qu'il y ait un tout autre rôle dévolu au savoir, hein. Le savoir, pour nous, dans notre collectif, c'est absolument crucial. Et le savoir, ça veut dire quoi? Alors, c'est quelque chose que nous avons analysé de façon bien précise, même si large. C'est le savoir, c'est finalement ce que certaines personnes actives dans dans leur manière de faire, de manière d'être. On les appelle, ces personnes, dans notre jargon spécifique, des connaisseurs pratiques, hein. On évite soigneusement le terme expert pour tout un tas de raisons dans lesquelles nous n'entrerons pas sans doute aujourd'hui, mais on parle, par exemple, un médecin est un connaisseur pratique de la médecine, de certaines formes de médecine. Un professeur est un connaisseur pratique, ou devrait l'être. Un avocat est un connaisseur, un ingénieur, un jardinier, un souffleur de verre, etc. Vous voyez, c'est des métiers, en fait. Les gens qui exercent des métiers sont des connaisseurs pratiques. Et quand on parle de savoir, on parle de ça. C'est quoi les mathématiques? C'est le savoir des mathématiciens. C'est quoi la géographie? C'est le savoir des géographes. Et qu'est-ce que c'est que la danse ou la chorégraphie? C'est le savoir des chorégraphes. Ça, c'est un premier point. Et donc, ce qu'on me dit, c'est que à l'école, il faut éviter de payer les élèves en monnaie de singe. C'est-à-dire, vous voyez, vous croyez que vous faites des maths, mais en fait, c'est des maths entre guillemets scolaires qui n'ont rien à voir avec les maths. Vous croyez que vous faites du jardin dans une école d'horticulture, mais en fait, c'est du pipeau, ça n'a rien à voir avec le travail des jardiniers. Bon, voilà, ça c'est le risque. Donc, je continue à développer cette idée de la forme scolaire. Il faut une forme scolaire qui, à la fois, intègre l'imitation et l'enquête, et puis qui soit ancrée dans les savoirs. C'est ce qu'on a appelé, dans notre jargon, la parenté épistémique. C'est tout simple, hein. Parenté, ça veut dire parenté, épistémique, ça veut dire qui tient au savoir. Entre quoi et quoi? Entre l'activité du professeur et des élèves dans la classe, et l'activité du connaisseur pratique. Vous voyez, vous faites de la géographie dans votre classe, ben, ce qui serait bien, que vous soyez professeur de géographie, professeur d'école, etc. Ce qui serait bien, ça serait que un géographe professionnel dont c'est la vie viennent dans la classe et disent, dans le cours, et disent, ah oui, tiens, là, il y a une parenté entre ce que font les élèves et mon métier. Et c'est la boussole dont je parlais tout à l'heure. Alors évidemment, c'est un très gros travail, ça, qui ne peut pas être accompli que par le professeur lui-même. Il faut qu'il soit accompli, à notre avis, par le professeur en liaison étroite avec la recherche. Donc vous voyez la question que vous posez de qu'est-ce que c'est que cette forme scolaire à reconstruire, nous la traduisons en qu'est-ce que c'est que cette forme scolaire aura un sens si elle s'appuie sur une solidarité foncière entre le travail des professeurs et le travail des chercheurs en éducation. Alors, il y a des exemples concrets de ça. Le premier exemple, enfin, l'exemple concret le plus manifeste, c'est l'exemple à l'Institut français de l'éducation, a été créé depuis plus de 10 ans, ce qu'on appelle des LEA, des lieux d'éducation associés à l'Institut français d'éducation, LEA. Et ces LEA sont organiquement construits de cette manière, c'est-à-dire des professeurs, des chercheurs, un problème d'enseignement, et on cherche à construire un problème, et on cherche à construire des dispositifs qui permettent de traiter ce problème d'enseignement. Les LEA sont nombreux, il y en a depuis chaque année environ une trentaine qui vivent et qui sont renouvelés. Et par exemple, la réponse à la question que vous posez, on pourrait la trouver enquêtant on pourrait la trouver de la manière suivante, enquêtant sur la façon dont, dans ces LEA, eh bien, on voit monter petit à petit des prémices d'une nouvelle forme scolaire. Vous voyez, si on crée une nouvelle forme scolaire, ce ne sera pas X dans sa classe ou Z chercheur dans son laboratoire qui, de son cerveau puissant, soit X dans sa classe
soit Z dans ce laboratoire de recherche, va définir ce qu'est une nouvelle forme scolaire. Elle viendra, cette nouvelle forme, des travaux effectifs. Et juste un dernier petit point là-dessus, on peut par exemple voir à l'école Célestin Freinet de Vence, qui est l'école initiale que Freinet a créée, qui a été ensuite, où des professeurs ont continué, inspirés de très près par lui, en filiation directe avec lui. Il y a en ce moment des études qui sont faites, il y a un centre de scientifique qui s'appuie sur cette école. Et là aussi, on voit des possibilités d'ouvrir, non pas en copiant la forme de Freinet, proposée par Freinet, mais en la reprenant, en la vivifiant, en essayant de mieux la comprendre et en la développant. Donc vous voyez, les Léa, par exemple, sont un très bon exemple de la façon dont on pourrait construire cette solidarité foncière, je dis, entre le métier de professeur et le métier de chercheur en éducation. Vous êtes d'accord avec moi que cette proposition remet en cause, ou en tout cas questionne fortement la formation initiale des enseignants. C'est-à-dire que euh, euh, devenir professeur et savoir dès le départ, dès sa formation initiale, que être enseignant, ça se construit. Être enseignant, ça se construit en lien avec la recherche, en lien avec les savoirs et les savoir-faire, savoir-être que je vais construire moi. C'est pas du tout la même chose que ce qui est proposé actuellement. C'est un changement radical. On a dans notre collectif, à côté de l'activité de recherche, on a une activité qu'on appelle politique. Bon, en ce moment, chacun pourrait y voir des choses très directes, mais c'est pas du tout ça. C'est politique au sens de la police, c'est-à-dire de la vie, de la cité. Quelle cité on veut. Et on a donc écrit un manifeste qu'on a répandu ici ou là, insuffisamment bien entendu, mais où on dit ça. Alors, on va tout à fait dans votre sens. On n'a pas, on peut faire la critique des formes actuelles, mais nous, ce qui nous intéresse beaucoup plus que la critique des formes actuelles, c'est l'invention de nouvelles formes. Et par exemple, ce que vous dites sur la formation actuelle, je m'y reconnais, nous nous y reconnaissons tout à fait. Mais on pourrait dire la même chose, autrement dit, en d'autres termes, il faut changer la profession de professeur. Il faut reconstruire la profession de professeur. Mais on dira la même chose de la profession de chercheur en éducation. Vous voyez? Pour nous, c'est tout aussi important. Les professeurs ont souvent les chercheurs, pardon, dans certains cas, soyons aussi mesurés que possible, ils ont dans certains cas une tendance à souhaiter la formation pour les professeurs. C'est bien, c'est gentil de leur part, on les en remercie, mais il faut que tous nous reconstruisions, enfin que la recherche en éducation se reconstruise et que la profession de professeur se reconstruise. Juste un mot de plus, qu'est-ce que ça veut dire la recherche en éducation se reconstruise, sur l'école en particulier? Ça veut dire qu'il faut regarder l'école de très près. Nous, par exemple, dans un projet qui est financé par l'Agence nationale de la recherche et qui est soutenu par la DGESCO, qui s'appelle DEC, c'est-à-dire Détermination de l'efficacité des expérimentations contrôlées. On fait travailler des élèves et des professeurs, bien entendu, sur de la création et de la résolution de problèmes de mathématiques au cycle 2. Donc on met les élèves en situation de créer des problèmes de mathématiques. Mais ils créent des problèmes de mathématiques après que le professeur leur a montré comment faire. Donc vous voyez la dialectique entre imitation, j'imite ce que le professeur me montre, et puis après, enquête, création, je crée moi-même mes propres énoncés. Eh bien, dans ce dispositif-là, dans cette recherche-là, on a ce qu'on a appelé des ch'tis. Les ch'tis, c'est des systèmes hybrides texte, image, son, c'est-à-dire que c'est des systèmes hypermédias. Et ces systèmes hypermédias, donc on a appelé ch'tis en hommage à nos amis du Nord, on les a créés. Pourquoi? Pour
bien documenter la pratique effective. Et comment voudriez-vous faire de la recherche sur l'Amazonie, sur les plantes endémiques à l'Amazonie, sans étudier ces plantes-là? Comment pourriez-vous étudier la matière sans accélérateur de particules? Donc, nous, ce que nous prenons d'une certaine manière, c'est une recherche qui prenne vraiment euh, comme matière première, en quelque sorte, première, seconde et troisième, le travail du professeur. C'est pour ça que j'ai répondu très, très volontiers à votre aimable invitation de dialoguer sur cette question. Parce que ça ne veut pas dire que d'autres recherches n'ont pas tout à fait pignon sur rue et n'ont pas le droit d'exister. Mais ce qui est nécessaire et qui est pour l'instant très peu mis en œuvre, sauf peut-être au sein de ce qu'on a appelé en général la didactique des mathématiques, du français, de l'histoire et de l'éducation physique, enfin de toutes les disciplines qu'on voudra et d'autres, sauf peut-être dans ce cas, on ne prend pas comme objet d'enquête, justement, qui est nécessaire pour toute science, on ne prend pas la pratique elle-même du professeur. Et si on prend la pratique elle-même du professeur, vous comprenez bien qu'on peut étudier les plantes endémiques de l'Amazone ou de l'Amazonie sans demander à la plante ce qu'elle en pense. Encore qu'il y a des façons de leur demander ce qu'elle en pense. De lui demander ce qu'elle en pense, diraient les Indiens Jivaro étudiés par Philippe Descola. Mais on ne peut pas travailler avec les professeurs sans qu'ils soient eux-mêmes une part première du travail. Un peu comme ces praticiens hospitaliers qui partagent leur travail en médecine entre recherche et travail du métier. C'est ça qu'on souhaite quelque part. Vous voyez donc, la réponse à la question que vous posez, quelle nouvelle forme scolaire, pour nous est une réponse infrastructurelle d'une certaine manière. Il faut commencer par créer une infrastructure, une structure institutionnelle pertinente, et ensuite on peut jouer. Un joli terrain de jeu à créer, effectivement, Absolument. et on voit bien le défi qui est le nôtre. On est, je pense, en 2024 à la croisée des chemins. Enfin, parce qu'on voit bien que la forme scolaire actuelle, notre institution, ben, ne répond pas à la promesse de la réussite de tous nos élèves. Donc, souhaitons, gageons que nous soyons capables malgré le fait que nous soyons dans des temps troubles, qu'on puisse bah, se mettre au boulot conjointement, recherche et pratique, pratique et recherche, avec une équivalence de regard, j'ai envie de dire. Je trouve que c'est ça qui est en train de changer. Moi, je reçois de plus en plus de chercheurs et d'enseignants qui, du coup, changent ce regard de l'un sur l'autre et qui n'est plus dans la défiance, mais qui est bien au service de la réussite de nos élèves. En tout cas, merci beaucoup d'avoir remis un peu de complexité dans nos connaissances sur ce sujet. C'est un enjeu de taille hein, pour sortir des oppositions. Donc, un immense merci. Merci à vous, c'était très, très intéressant de pouvoir discuter de cette manière sur ces sujets cruciaux, comme vous le dites. Merci à vous. Merci.